Donc bonjour, on se retrouve au Japan Touch avec l'équipe de Noob. Donc bonjour. Donc voilà, donc nous arrivons au début de la saison 4 qui commence assez fort avec, pour ceux qui ont vu les épisodes, Omegazel en maître de guilde. C'est vraiment un bon début qui naît en suspense avec ce qui va arriver par la suite. Alors, écoute, c'est un début en fait qui change un petit peu de la saison 3, dans le sens où la saison 3, on s'est dit, on va monter crescendo en fait. Donc on va partir très doucement et on va monter donc jusqu'au final qu'on connaît de la saison 3, où on a essayé de faire où ça pète de tous les sens et compagnie. Et la saison 3, on avait commencé un peu trop doucement en fait. C'est ça le problème, on nous l'avait un petit peu reproché au début. Et dans cette saison 4, on essaye justement de mettre un truc un peu plus sympa dès le début. L'intrigue, elle est vraiment distillée sur toute la saison cette fois-ci, et à tous les épisodes il va se passer quelque chose maintenant. Donc montage plus speed, acteurs qui sont encore plus rapides qu'avant, avec des gestuels exacerbés et compagnie. Donc on va essayer de faire quelque chose de plus coloré, plus rapide, avec une intrigue mieux distillée. On a noté aussi lors de la conférence la présence d'un nouveau personnage dans la série. Donc peut-être vous n'allez pas spoiler pour savoir qu'est-ce qui va se passer, mais à partir de quel épisode va-t-il apparaître, et puis peut-être quel sera son rôle vaguement expliqué dans la série. Alors en fait, je peux dire que le nouveau personnage s'appelle Kari, que c'est un avatar qui se situe dans l'ordre, qui va apparaître dans l'épisode 3. C'est ça, donc je peux pas dire exactement quel sera son rôle, évidemment, parce qu'il est très important dans le sens où il va lancer tout un nouveau panel de gags encore jamais mis en scène, dans Noob. Donc voilà, mais si j'en dis plus, Gaïa risque de m'envoyer un coup de pied. Non, mais là c'est vrai qu'on peut vraiment pas dévoiler ce genre de choses. Ce sont des questions beaucoup trop. Non. Bon, donc lors de ce deuxième épisode, on a pu voir une personnalité de Gaïa, un peu comme qu'on pouvait se l'imaginer, mais qu'on l'avait jamais vu en fait. C'était vraiment surprenant. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait un petit peu commencé à développer dans la première saison. On la voit un petit peu manipulatrice, qui essaye d'échapper à sa cotisation. Elle est toujours assez pleine de mimiques, essayer de contourner un petit peu les règles de la guilde. Et là pour le coup, on la voit vraiment en fait la manière dont elle se comporte avec les autres. On la voit avec Ivy qui ne supporte plus en gros, parce que voilà, elle arrête pas de lui faire des coups tordus. En plus maintenant, c'est pas comme si elle était toute seule, elle a toute une guilde en fait d'adorateurs qui sont là à son service, et donc c'est encore pire parce que là pour le coup, elle a des boucliers humains à son service. Donc là, dans cette saison 4, on va vraiment pouvoir voir le personnage de Gaïa dans toute sa splendeur. Ce qu'il y a, c'est qu'au sein de la guilde, elle est menacée. Parce qu'avant, elle avait Arthéon, elle pouvait se cacher derrière Arthéon, il faisait tampon un peu Arthéon. C'est qu'il canalisait un petit peu toutes les rancœurs de tout le monde, et il essayait de rétablir un semblant d'ordre. Et là, Gaïa, elle est menacée parce que Omegazel accède à un niveau de responsabilité supérieur en termes de pouvoir administratif au sein de la guilde. Et donc là, elle commence un petit peu à se la jouer solo, et à récupérer tout ce qu'elle peut récupérer avant que justement il ne soit trop tard. Donc ça, plus le fait que les adorateurs de Gaïa pointent le bout de leur nez, font un petit cocktail assez sympa en fait, qui fait que le personnage de Gaïa se révèle d'autant plus que voilà, elle est menacée au sein de la guilde. C'est peut-être ça le maître mot, et vous verrez, le personnage de Gaïa va être énormément travaillé. D'ailleurs, la saison 4, ça va être la saison où je pense que vous allez vraiment apprendre à connaître les personnages et les voir sous un nouveau jour. Ils vont vraiment se révéler, ils vont faire des choix très importants en fait, parce que jusqu'à maintenant, souvent les noobs sont trimballés d'une situation à l'autre, mais ils sont victimes en fait de différents facteurs de l'intrigue. Un coup il y en a un qui est banni parce que voilà, il s'est passé ça, un coup il y en a un. Là ils vont faire des choix et il va se passer tout un tas d'événements. Le coup des objets cheatés, c'est pareil, toute l'équipe de Noob en fait elle est victime de ça, et donc elle doit s'adapter. Ensuite il y a l'effondrement de l'Empire, et là
là, pour cette saison 4, c'est vraiment les noobs, les héros qui vont porter l'intrigue. Et toutes ces décisions vont amener des situations assez cocasses. De la transition entre la saison 3 et la saison 4, parce que la saison 3 a fini vraiment à un niveau assez élevé, comme on a pu le voir à Paris avec l'avant-première qui a réuni beaucoup de monde. Et là, au début de la saison 4, c'est calme d'un coup, donc est-ce qu'il y a une petite transition qui apparaît dans un des autres médias pour nous expliquer ce qui s'est passé pendant ce temps-là ? Alors effectivement, en fait, entre la saison 3 et la saison 4, il s'est passé tout un tas d'événements, en fait, qui seront, évidemment, les événements les plus importants seront repris dans des flashbacks ou dans des explications de personnes qui vont dire « Ah, mais vois-tu, il s'est passé ça, machin, dans la série », justement, au nom de l'indépendance des différentes branches, et pour éviter que quelqu'un soit obligé de lire le roman s'il veut comprendre la série. Non, les gens vont tout comprendre, ce qu'il y a à comprendre pour les besoins de la web-série. Mais le roman 3 évoque tout ce qui s'est passé après, alors tout ce qu'on n'a pas vu pendant le final de saison, enfin la première partie de saison 3, donc il y a du complément qui permet de mieux comprendre la suite dans le roman 3, et donc les événements suivants qui ont amené justement à une certaine stabilisation de cette guerre entre la coalition et l'Empire. Personnage de fantôme qui, je le rappelle, à la fin de la saison 3 a intégré la guilde de noob et bizarrement n'y est plus en début de saison 4. Il n'y est plus, on l'a pas vu, mais on n'en sait absolument rien. Mais le truc c'est ça, c'est que vous allez savoir pourquoi Fantôme est moins présent au sein de cette équipe-là, etc. Il s'est passé tout un tas d'éléments, ceux qui ont lu le roman ils savent exactement ce qui s'est passé, mais ceux qui ne l'ont pas lu vont bientôt le savoir. D'ailleurs c'est ce qu'on tourne dimanche prochain, ce sont ces flashbacks-là. Donc voilà, effectivement on a pas mal d'éléments qui se sont passés, qui expliquent qu'il y a une certaine stabilisation du contexte géopolitique entre les différentes factions, mais c'est vrai, attends, c'est un monde imaginaire qui a aussi sa géopolitique, je suis désolé, et il y a du sérieux dans nous, mademoiselle, et donc voilà, non, il y a tout un tas d'éléments, voilà, et même dans la saison 4, on va évoquer un petit peu, au moins les grandes lignes, même si jamais le background, c'est pas là, dans la série qu'on va vraiment présenter le background, puisque c'est plutôt ça s'y prête pas vraiment, c'est plus une comédie, la web série, et tout ce qui est entrer en profondeur dans l'univers, les quêtes, etc. C'est plus les romans. En dehors de ça, est-ce que vous pourriez expliquer les règles du Fluxball ? Oui. Pour ceux qui n'ont pas lu la BD. Je suis sûr que si je demande à Gaïa, elle ne saurait pas faire. En effet, je ne sais pas. Non, je vais essayer. Alors en fait, le Fluxball, c'est un mélange de plein de choses. Mais à la base, ça se joue avec une balle qui ressemble un peu à un ballon de rugby, qui est composé en fait des différents éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu. Et donc le principe, c'est sur un terrain tout simple, avec des cages en forme de triangle. Et l'objectif, c'est de se passer la balle et d'activer des pouvoirs. Et il y a des espèces de sphères qui popent un petit peu sur tout le terrain, qui donnent des pouvoirs supplémentaires, qui permettent de marquer, de faire des murs qui sortent du sol, faire plein de choses. C'est pas mal, hein, elle a bien lu la BD5. En fait, le Fluxball est composé de 5 membres, en fait, donc il y a un gardien, un défenseur, un attaquant et 2 receveurs, en fait. Les receveurs, ils sont dans une zone où effectivement il y a des bonus qui popent un petit peu comme dans Mario Kart, et puis il faut se taper sur la tronche justement pour être le premier à récupérer le bonus, et selon la nature du bonus, soit on l'envoie au défenseur, soit au gardien, soit à l'attaquant. Alors par exemple, il peut y avoir le bonus, imaginons il y a le mode carnage. Le mode carnage, c'est que pendant 30 secondes, les joueurs récupèrent leurs armes. Et donc il n'y a plus aucune règle, et pendant 30 secondes, ça tape gaiement les uns sur les autres, où là, effectivement, les niveaux des joueurs peuvent entrer en compte, alors qu'en temps normal, il y a plusieurs classements. Il y a le classement joueur contre joueur, le classement PVE, donc contre l'ordinateur, les instances et tout ça, et il y a le classement sportif, donc du Fluxball. Donc on peut être niveau 100 et être complètement écrasé par un niveau 1 en Fluxball, puisque justement ça n'est pas le même rapport de force. Et donc voilà, il peut y avoir des bonus de défense, genre le mur de terre, on tape sur le sol, ça crée un mur, et pouf, l'attaquant il se retrouve bloqué et compagnie. La balle va changer de flux élémentaire. À un moment, elle va pouvoir s'enflammer. Et alors là, il faut vite la passer, parce que sinon on se brûle les mains, on perd des points de vie. Donc du coup, ils vont devoir faire des passes super rapides, etc. Et donc potentiellement faire tomber la balle, courir, enfin créer un bordel pas possible. Si la balle est électrique, ils peuvent plus la toucher avec
avec leurs mains. Donc là, il faut faire autrement, c'est-à-dire sauter, mettre un shoot dedans avec le caoutchouc des chaussures pour pas se faire électrocuter. Donc il y a tout un tas d'éléments quand elle est en eau. En fait, ça permet de récupérer des points de vie. Donc les joueurs qui sont mal en point, il faut vite leur faire la passe, ils récupèrent la balle et donc il reprend un peu d'énergie, tout ça. Donc il y a tout un tas d'éléments comme ça où j'ai essayé de mélanger pour les bonus, voilà, Mario Kart, ça m'avait fait marrer. Je me suis dit réussir à prendre un peu de Mario Kart dans un jeu c'est quand même assez insolite. Mélanger un petit peu football américain, rugby, handball, football, un peu tous les sports collectifs. On peut jouer à la main, au pied, avec la tête. Vaut mieux pas que la balle soit en mode terre parce que la pierre contre la tête ça fait mal. Des joueurs peuvent mourir et dans ce cas-là ils ne peuvent plus revenir sur le terrain et ils sont obligés d'être remplacés. Donc voilà, en fait c'est vraiment une sorte de sport MMORPG quoi. Il y a vraiment cette dimension avec le tank, avec machin et tout ça, mais voilà, c'est dans un sport collectif un peu original et on espère que ça rendra bien dans la web-série tout comme ça a bien rendu dans la BD. Et quelles ont été tes inspirations pour créer ce sport? Parce que j'imagine que tu avais beaucoup d'inspiration avec tout ce que tu m'as dit. En fait, c'est un sport qu'on avait créé en 2003 ou 2004 dans la série Lost Levels, en fait, donc l'ancêtre de Noob. Ça s'appelait le Lost Ball à l'époque, donc c'était pas le Flux Ball. Et donc le Lost Ball, en fait, c'était un petit peu les mêmes règles, en fait. Le ballon était un peu différent, par contre, je l'ai créé plus récemment. Il y avait tout un tas de croquis, on n'a pas pu le mettre dans la série parce que on savait pas faire à l'époque, on savait pas faire un truc suffisamment propre pour ça. Et donc, en fait, on avait mis ça de côté et on a décidé de le ressortir pour la web-série Noob et donc la bande dessinée. Mais au-delà de ça, c'est vrai que pour moi, un monde fantasy doit forcément avoir son sport. On le voit dans Final Fantasy X avec le Blitzball, dans Gun avec le Motorball, on a le Quidditch de Harry Potter, il y a tout un tas de sports comme ça dans Cobra, je sais plus ce que c'est, Sparadrap me le dirait. Il y a un sport aussi dans Cobra, dans tout un tas d'univers un petit peu fantastiques, il y a des sports, parce que c'est vrai que le sport fait partie intégrante de toute forme de communauté, de société, et si on n'a pas un sport propre, il y a une lacune, il manque un truc. Et c'est vrai que le Fluxball s'imposait un petit peu. Je crois qu'il y a le Bouffball aussi dans Kama, voilà. Mais il n'y a pas eu un sport qui m'a influencé, il y a eu une envie de moi aussi avoir mon propre sport fantasy. Voilà, c'est surtout ça. Et le Blood Bowl évidemment de Warhammer. Et il faut dire également que toi-même, tu passes ton temps à regarder les chaînes sportives, que tu es un grand fan aussi de tout ce qui est rugby, foot. À mon grand désespoir. Tennis, rugby, foot, oui, et je pratique le handball. Que des bons sports de toute façon. Après, question un peu plus technique, on a vu la réalisation des épisodes a changé depuis la précédente saison. Est-ce que ça a été par nécessité le changement de matériel ou ça a été plus par le fait de vouloir améliorer le côté technique des épisodes? Non, on s'est dit un hélicoptère, on en avait déjà un yacht aussi, donc ouais, tu t'es fait plaisir. C'est ça, c'est qu'à force d'acheter des choses pour notre plaisir personnel, on s'est dit on va investir pour la série. Non, c'est faux. En fait, au début de nous, on avait eu des nouvelles caméras, donc un peu plus élaborées, et on a découvert les appareils photo qui font des images mais monumentales. Quand on a vu Le Visiteur du Futur saison 2 et Flanders saison 4, et je crois que dans la saison 3, je crois aussi qu'il y a des plans avec les appareils photo, le 7D ou le 5D Mark II, 550D, enfin tous ces appareils-là, on s'est dit mais c'est vrai que c'est beau quand même, mais j'avais pas le matériel pour pouvoir faire ça, parce que pour passer à la HD il fallait un ordinateur qui tienne le coup, parce que entre les curseurs, entre les filtres, etc., parce qu'il n'y a pas un plan de Noob qui n'est pas retouché en termes de couleur, de colorimétrie, etc. Et les rushs étaient, ouais, je me disais les montages, le rendu ça va prendre des plombes, donc ça sera jamais fini à temps, sachant que je fais un épisode en une semaine.
Ça, j'avais peur que ça alourdisse un petit peu ma charge de travail et donc le délai pour faire un épisode. Mais j'ai pu acheter un nouvel ordinateur et donc l'appareil photo on l'avait déjà en fait. Et ça c'est grâce à la communauté parce que quand on vient en convention et qu'on vend nos t-shirts etc. Ça nous a permis d'avoir nos nouveaux stuff qu'on aura dans la saison 4. Il y aura des tout nouveaux stuff pour chacun des personnages. D'avoir justement cette armature qu'il y a autour de l'appareil photo pour une plus de stabilité. La petite mixette qu'on met dessous pour pouvoir brancher le câble XLR avec donc le micro perche, la nouvelle perche parce que l'autre elle a un peu rendu l'âme, le fond vert amovible qu'on peut trimballer avec nous, le réflecteur et donc cet ordinateur pour gérer des rushs un peu plus facilement, pour garder ce même rythme de production. Voilà, tout ça c'est quand on vend les t-shirts etc. Ça nous permet de financer et d'améliorer, et à chaque fois que la communauté nous suit et nous fait le plaisir justement de dire je vais vous prendre un t-shirt, c'est ma façon à moi de participer, du coup on leur montre oui mais voilà grâce à vous regardez, on avance, les costumes s'améliorent, tout s'améliore, et puis bon avec la pratique aussi on essaye de s'améliorer en termes de jeu d'acteur, de rythme, de cadrage etc. Donc c'est vraiment une dynamique, on va dire une sorte de cercle vertueux. Voilà, c'est du contenu gratuit, les gens ça leur plaît, ils ont envie de participer à leur façon, mais plutôt que de faire un don pour la web série, ils achètent un t-shirt, ça leur fait un souvenir et nous ça nous permet d'avoir un petit budget, ça nous permet de rester tout à fait autonome parce qu'on ne veut pas d'autres producteurs, parce que si on avait un producteur il nous dirait ok si vous faites pas ça vous avez plus de sous, et donc il nous tiendrait comme ça constamment, ou alors il nous dirait je vous file un gros chèque, on serait pas beaucoup plus riche parce qu'en fait il nous filerait un gros chèque, mais comme aujourd'hui on est bénévole donc personne n'est payé, donc dès qu'on a un peu de sous on le met dans le matériel. Mais si jamais demain on a un gros chèque, tout le monde va devoir être payé. Et du coup tout le monde va avoir un petit peu, on n'aura rien pour acheter du meilleur matos, personne ne sera entre guillemets plus avancé en termes de budget, enfin de salaire. On aura perdu la licence et surtout on aura perdu notre liberté, parce que moi aujourd'hui si j'ai un copain qui vient et qui me dit c'est sympa ce que tu fais, que je m'amuse bien, c'est vrai qu'on on accroche bien ensemble, je lui dis viens on fait un personnage, il me faut des gens dans l'ordre parce qu'on n'en a pas assez, ou dans la coalition on lui crée un personnage et puis hop c'est parti, on s'amuse, du jour au lendemain si j'ai envie de changer le script à la dernière seconde je le fais. Un producteur il dirait attention, je veux que tu dégraisses un petit peu ton staff parce qu'il y a trop de monde, donc il faut que tu enlèves des acteurs parce que ça me coûte trop cher, lui il joue pas bien, hop tu le dégages, les filles hop c'est vendeur, il faut qu'elles soient plus dévêtues, etc. On va rentrer dans une logique sur tous les hommes. Voilà. Non. Et puis bon il n'y a pas que ça aussi, le fait tu disais évidemment la liberté, on tient vraiment à ça quoi, et c'est hors de question d'accepter une quelconque pression de la part de qui que ce soit qui nous obligerait à changer le script. Nous on veut rester vraiment fidèles à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et bon, moi je voulais juste en fait parler, si j'ai pris le micro, c'était pour parler donc tu parlais de la technique et de l'appareil photo, tout ça. Nous quand on a vu les rushs, les premiers, on était estomaqués en fait par la qualité. On dit mais c'est énorme quoi, c'est impressionnant. Encore aujourd'hui, on se dit mais c'est magnifique et tout. On est à fond. Il faut savoir quand même que c'est le matos avec quoi ils ont tourné la saison 5 de Doctor House quoi. Donc c'est quand même pas rien ce matos. Mais bon par contre va falloir qu'on achète du maquillage parce que ça commence à se voir, les rides et les cernes, et c'est impossible, cet appareil photo il nous défonce la gueule. Donc voilà, c'est vrai que c'est au nom de cette liberté-là qu'on essaye justement d'avoir un modèle économique plus ou moins stable. Et donc c'est vrai qu'on veut pas de producteur sur Noob aussi parce que c'est un peu mon bébé depuis longtemps et j'accepterai jamais de le vendre ou que quelqu'un me dise quoi faire. Et puis parce qu'on reconnaît pas non plus de légitimité aux producteurs présents actuellement pour traiter le thème du MMORPG. Moi personnellement, je ne leur reconnais pas, à moins qu'il y en ait un qui vienne et qui me dise attention, voilà, et qui arrive à me convaincre, je ne leur reconnais pas la légitimité nécessaire pour traiter d'un thème comme ça, parce que s'ils avaient voulu traiter ce thème, ils l'auraient déjà fait. Et j'estime que voilà, pour l'instant, la communauté geek, quand je vois comme Noob se fait charter de certains concours, etc., qui se veulent ouverts au public et qui au final sont juste là pour faire du vu et déjà vu selon les règles établies par ceux qui sont là, les vieux croutons, comme je les appelle, qui aiment bien décider de ce qui est bien pour le patrimoine audiovisuel français,
bah ok, il n'y a pas de souci, dans ce cas-là, nous on reste indépendants, on est très bien comme ça, on s'amuse très bien. Et le jour où effectivement, ça, professionnellement parlant, ils voudront d'un thème comme Noob, mais quand je dis Noob, il y a aussi la Flanders, il y a Nerds, Visitors, c'est autre chose. C'est le thème des retours dans le temps, etc. C'est déjà plus accepté, je pense, par les producteurs, etc., les investisseurs. Mais après, d'un autre côté, j'ai bien conscience que, bon, soyons fous, parlons de M6 et TF1, parce que c'est les deux plus grosses chaînes, même si jamais je suis pas très, très d'accord avec leur programmation, surtout TF1 avec ses téléréalités. Mais ce que je veux dire, c'est que si on passait sur une chaîne comme ça, avec un contenu professionnel, parce qu'il faudrait évidemment tout retourner en pro, on n'aurait pas notre place, parce que ce n'est pas fait pour un grand public noob. C'est fait pour une niche de personnes qui sont plus ou moins geeks, qui ont un certain âge, entre 8 et 35 ans, il me semble, sur les 100 000 personnes sur Facebook, c'est la moyenne en fait, des gens la majorité. Donc c'est vraiment un public très référencé. Donc vraiment, il y a un... On est mieux en étant autonome et libre de faire nos délires entre nous, plutôt que de signer chez quelqu'un qui n'y comprendrait rien, qui n'y connaîtrait rien et qui nous obligerait des trucs sous prétexte qu'il croit savoir et qui nous empêcherait de faire ce que finalement veulent voir les gens. Donc cette liberté, je pense que les gens aussi, c'est eux qui l'achètent en nous aidant justement et ils se disent, ben oui, moi je veux voir un truc frais, je veux voir un truc nouveau, et ben je les aide un petit peu et en les aidant, ben, du coup ça leur permet de voir ce contenu qu'ils ne voient pas à la télévision et qui est libre de toute contrainte. Et c'est vrai que les professionnels nous envient cette liberté. Oui, mais bon, moyennant quoi, évidemment, on fait pas du tout partie de la famille, on va dire, du monde d'audiovisuel français. On est, voilà, moyennant quoi, on le paye notre liberté, voilà, par l'exclusion. Mais bon, c'est un choix. On est bien, nous, dans le sud. Attends, il n'y a pas de problème. Être exclu dans le sud et déconner entre potes, il n'y a pas de problème. Non, mais vraiment, il n'y a pas de problème quand je discute avec des gens de l'audiovisuel. Ils comprennent notre point de vue et ils savent, si jamais eux ne sont pas intéressés par ça, c'est aussi parce que les personnes qui sont décisionnaires n'ont pas forcément pris la peine de s'intéresser à cette après-Internet. Parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de clash entre la génération d'avant Internet et la génération d'après. Avant, dans les clashs intergénérationnels, il y avait voici les jouets de papa, la voiture et machin et tout ça, amuse-toi avec. Aujourd'hui, le gamin il fait, attends, moi je suis sur Call of Duty, je m'en fous de ta voiture en bois, et donc le père il fait, mais du Call of Duty, qu'est-ce que c'est? La mère elle est là, elle est horrifiée, oh mon enfant tue des gens et tout. Donc ils sont là, ils comprennent pas, et c'est vrai que nous, aussi ce côté un petit peu éducatif, dans le sens où il y a plein de familles qui nous disent, ah ben je comprends mieux ce que fait mon enfant sur internet maintenant grâce à ça, et c'est très familial, et ça nous fait plaisir aussi. Donc voilà, je suis parti un peu dans tous les sens, tu vois. On avait des jouets en bois, mais les parents n'ont pas 90 ans et les enfants n'ont pas 10 ans, mais t'imagines? Non, mais j'ai caricaturé un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a eu un clash et les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui sont encore ces personnes qui ne comprennent pas pourquoi et ce que les gens apprécient Noob, apprécient Nerds, apprécient Flanders, apprécient Visiteurs du Futur, mais même Joueurs du Grenier, Marcus et compagnie, et ils se disent, mais c'est une mode, ça va passer, ça va leur passer. Alors que non, c'est juste le média de demain, c'est un truc nouveau qui est issu de cette espèce de mélange des influences qui viennent du Japon, qui viennent avec les mangas, etc., du cinéma asiatique, des États-Unis avec les séries. Tout circule très vite avec Internet et ça crée des contenus totalement nouveaux qui s'inspirent de choses, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, les gens, ils avaient la culture propre à leur pays, etc. Là aujourd'hui il y a un mélange et il y a cette peur aussi de perdre l'identité française, donc les gens se disent oulala, attention, ça c'est un truc un peu bizarre, un peu mangasse là, on va pas trop les mettre en avant parce que ça risque de dénaturer notre vrai cinéma artistique. Moi je pense qu'il y a la place pour tout le monde, voilà, ça c'est bien comme fin de phrase. Et un petit mot pour finir. Alors, un petit mot pour finir, Anne-Laure, honneur aux demoiselles. Écoute, on tient à remercier évidemment le public qui nous soutient quand même depuis bientôt 2 ans et demi pour Noob, qui nous regarde et qui vient nous voir en convention. Voilà, un grand merci à eux et puis on va continuer à faire notre possible, de toujours donner de notre mieux pour faire des épisodes encore meilleurs.
C'est vrai qu'on remerciera jamais assez la communauté. Et d'ailleurs, je regarde la caméra en disant ça. Par exemple, au Montreux Comedy Award, il n'y a pas si longtemps, vous nous avez fait arriver premier des votes. Et ça, c'est vraiment un truc qui est formidable pour nous parce qu'on a eu 6000 voix, quoi. Bon, ils nous ont pas fait gagner parce qu'ils se sont dit on fait un vote du public, mais après, c'est un jury qui choisit. Bon, cherchez l'erreur, mais c'est pas grave. En tout cas, merci, parce que pour nous, la seule victoire, c'est... On a gagné. Non mais c'est vrai, la seule victoire, c'est le fait de se dire, ah bah ouais, il y a 6000 personnes qui ont voté pour nous, c'est 6000 personnes qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus. Moi, je préfère plaire à 6000 personnes qui connaissent ce qu'on fait, qui apprécient ce qu'on fait, plutôt que 5 obscures personnes qui sont là, et qui ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, qui se disent, oulala, c'est quoi ces jeunes là, cette mode, c'est bien moche, on va certainement pas s'intéresser à ça, et c'est même si jamais... en fait, quand je dis ça, non, t'inquiète pas, ça ne sera pas long, quand je dis ça, c'est pas que je me dis noob c'est trop bien, il faut que ça fasse une unanimité. Non, ce que je veux dire, et quand je dis noob, j'englobe toutes les autres web-séries No Life et bien d'autres. Je dis mais s'il y a autant de monde qui apprécie, pourquoi est-ce que quelques personnes qui décident vont occulter toutes ces gens qui apprécient et qui crient en disant non mais les gars, on veut voir autre chose, et pourquoi est-ce qu'ils les ignorent? C'est juste ça moi qui m'énerve un petit peu. C'est pas le fait qu'ils aiment pas ce qu'on fait. On est amateurs, on reste à notre place. Il y a pas de problème avec ça. On sait très bien qu'on fait pas le poids face à du Kaamelott, etc. Que j'apprécie beaucoup. Mais se dire, mais oui, mais s'il y a autant de monde qui apprécie, pourquoi vous y intéressez pas un peu plus? Mais d'un autre côté, s'ils s'y intéressent un peu plus, est-ce que ça va pas gangréner ce milieu qui est justement tout nouveau, tout neuf et plein de liberté? Donc voilà, vous allez tous prendre une feuille double et plancher sur cette dissertation, voilà, en espérant que ton mot de la fin. Mais non, ce n'était pas mon mot de la fin, c'était mon roman de la fin. Donc voilà, merci à Maniwa comme toujours. Et écoute, je te dis à très bientôt dans une nouvelle convention. Merci à toi derrière la caméra et merci à vous qui regardez ça jusqu'au bout et qui n'avez pas perdu le fil si jamais il reste encore des gens. Eh ben, je vous remercie. Merci à toi.